Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur Ici Bretagne. Ils sont trentenaires et lors des municipales, ils ont crevé l'écran, comme on dit. Victor Bonneau est le nouveau maire de Saint-Brieuc, Cécile Baudouin est le nouveau visage de l'opposition municipale à Brest. Lui au centre droit, elle à l'extrême gauche. Ils ne partagent pas les mêmes idées, mais ils incarnent une nouvelle manière de faire la politique. Ils sont nos invités aujourd'hui. Bienvenue dans Dimanche en politique. Après les municipales, l'heure de la relève, c'est le titre de notre émission aujourd'hui. C'est vrai que depuis quelques semaines et surtout depuis dimanche dernier, de nouvelles personnalités ont fait irruption dans le paysage politique breton. Bonjour Cécile Baudouin, Bonjour. Vous avez 33 ans, vous êtes l'insoumise brestoise qui a rassemblé un peu plus de 15% des suffrages au premier tour à Brest, qui a arraché une fusion technique à François Cuyandre, le maire sortant PS, qui a été battu. Mais vous êtes avec trois autres élus LFI, la première force d'opposition au conseil municipal aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Merci. Avec nous également la surprise de ces élections, Victor Bonneau. Il y a encore quelques mois, beaucoup de Brieuchins ne vous connaissaient pas et vous êtes désormais leur maire à seulement 30 ans. Et puis ravi d'accueillir également Thomas Frino, tout le monde le connaît, c'est notre politologue maison, professeur de sciences politiques à l'Université de Rennes 2. Vous nous avez accompagnés tout au long de ces élections municipales. Première question toute simple à nos deux jeunes élus, comment allez-vous ? Écoutez, ça va très bien. Ça a été une semaine un peu particulière pour faire le point, analyser les choses, reprendre contact aussi avec les militants et les militantes sur le terrain pour repartir du bon pied et entrer au conseil municipal. Nous, c'est samedi matin à Brest. Déçu ? Écoutez, il y a forcément de la déception, parce que nous, quand on est dans une élection, c'est toujours pour gagner, ça c'est sûr. Néanmoins, la défaite du second tour ne nous fait pas oublier la victoire du premier, parce que pour nous, c'était en effet une percée historique, et finalement, cette fusion technique, on ne la regrette absolument pas. C'était une manière d'essayer de protéger Brest, finalement, d'un virage budgétaire, austéritaire. On va en parler tout à l'heure de cette fusion technique pour savoir si elle vraiment elle a porté ses fruits. Victor Bonneau, c'est encore le vertige. Maire à 30 ans, ça n'arrive pas souvent. Vous êtes redescendu sur Terre ? Tout de suite. Dès dimanche soir et dès lundi matin, 7h30, j'étais sur le terrain, à la rencontre des Brieuchins, des parents d'élèves qui amenaient leurs enfants à l'école. J'ai continué à échanger avec les commerçants du cœur de ville et des cœurs de quartier, puisque c'est le programme que nous portons depuis le début. Il faut penser au cœur de ville, revitaliser le cœur de ville, mais aussi les cœurs de quartier. Donc le premier sentiment qui m'a traversé dès dimanche soir, c'était un sentiment de responsabilité. Donc là, cette semaine, toute l'équipe est constituée, oui. Directeur de cabinet, directeur des services, tout ça c'est fait ? C'est ça, constituer le moteur qui sera celui des Monts-Saint-Brieuc pour les 7 prochaines années. Okay. Professionnellement, comment ça se passe ? Vous êtes élu au conseil municipal, vous êtes toujours collaboratrice parlementaire de Pierre-Yves Cadalin ? Oui, tout à fait. Donc la petite routine va reprendre ? La petite routine va reprendre. Après, pour moi, je travaille en circonscription à Brest depuis juillet 2024. Donc j'aménage mon temps de travail et pour le moment, ça se passe très bien. Ça ne va pas trop changer mes habitudes. Non, Victor, vous étiez à l'Agence nationale de la cohésion des territoires, chef de projet. Je coordonnais un programme qui s'appelle les cités éducatives, qui est un Qu'est-ce qui se passe là ? Vous démissionnez ? J'ai démissionné, une responsabilité suivant une autre, et celle-ci étant particulièrement importante dans le prochain mandat, j'ai démissionné hier. Ok. S'il y avait une image à retenir de ces élections municipales, un visage, une scène, un fait de campagne, qu'est-ce que vous retiendrez ? Il y en a beaucoup. Je pense qu'il y a les visages réjouis des militantes et des militants, des sympathisants pendant les événements de campagne. Mais il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué et ému, c'est le soir du second tour, à l'annonce des résultats. Quand François Cuyandre a pris la parole, il a été hué par les personnes qui étaient venues en mairie de Brest pour célébrer la victoire de Stéphane Roudotte, mais surtout pour huer le maire sortant. Alors rien que ça, c'était une image marquante. Avec mes camarades insoumises et insoumis, on s'est placé devant cette foule en levant le poing d'une manière peut-être un peu provocatrice, mais pour leur signifier qu'il allait avoir dans ce mandat une opposition à finalement toute cette haine un peu viscérale qu'on a ressentie ce soir-là. Et dans la foule, au milieu, il y avait un jeune homme qui était presque tout seul, le poing levé lui aussi. Nos regards se sont croisés et on a senti que on allait être les uns pour les autres pendant ce mandat. Ce dégagisme qu'on a pu peut-être observer lors du sort du second tour à Brest, vous l'avez senti vous aussi à Saint-Brieuc pendant toute la campagne ? Mais je pense il y avait une volonté de tourner la page ? Oui, il y avait une volonté de changement, même au premier tour. 3/4 des Brieuchins avaient demandé le changement.
Et c'est là où c'est l'image marquante à la fois de la campagne électorale, mais aussi où la responsabilité est incarnée. C'est ce besoin de changement, cet espoir qui va se confronter à la réalité, les propositions qui sont les nôtres, qu'on va mettre en œuvre, la méthode qui est la nôtre, qu'on va mettre en œuvre, qu'on a déjà commencé à mettre en œuvre alors qu'on n'est pas encore complètement installé. On sait qu'il y a un espoir et on veut réussir à le satisfaire. Quelles leçons vous tirez de ce scrutin ? La fusion technique, elle a un peu effarouché une partie de l'électorat à gauche quand même. Sans Quand on doute, voit le score de Stéphane Roudaut, quand on regarde 57%. à l'échelle du pays, on voit que en fait, c'est un choix qui a marché dans 50% des cas et qui a échoué dans 50% des cas. Donc finalement, je pense qu'il il y a faut 26 regarder... fusions techniques, il y en a 6 qui ont dans débouché sur une victoire. dans les plus grandes villes qui sont les plus finalement aussi marquantes, parce que c'est dans ces villes-là que les enjeux de fusion sont les plus importants, c'est 4 sur 8. Pour nous, en fait, ce qu'il faut regarder aussi, c'est le score du premier tour, parce que finalement, cette élection, pour François Cuilland, elle était perdue dès le premier tour. Avec 9 composantes politiques, il réalise 23%, et nous, tout seuls, on réalise 15%. Donc en fait, finalement, les choses étaient déjà un peu jouées dès le soir du premier tour. Nous, on a fait le choix qui était le plus responsable, on ne le regrette absolument pas. Et d'ailleurs, pour nous, ça ne change finalement rien politiquement, puisque si on s'était maintenu tout seul, on serait rentré probablement à 4 au conseil municipal. On y entre à 4. Qu'est-ce qui vous a marqué pendant cette campagne aussi dans les attentes des gens que vous avez rencontrés ? Parce que on va en parler tout à l'heure, c'est un travail au long cours que vous avez fait depuis 2 ans. Voilà, les gens veulent du concret aujourd'hui, ils veulent moins, entre guillemets, de politique ? Ils veulent de la politique. C'était ça aussi la raison pour laquelle on a constitué ce collectif, parce que vous parliez, oui, je suis maire de Saint-Brieuc, mais je ne suis pas seul. Cette équipe, c'est celle qui a gagné, c'est cette équipe qui a fait le programme, c'est cette équipe qui était sur le terrain. Donc c'est la fameuse méthode du « nous » avant le jeu. Et c'est avec cette méthode-là que nous continuerons à agir. Avec, depuis 2 ans, un travail de terrain pour comprendre, écouter, sans jamais juger. Parce que le seul intérêt qui est le nôtre, c'est satisfaire l'intérêt général briochin qui n'a pas de couleur politique particulière, à part celle de notre ville. Donc. Thomas, qui a gagné ces élections municipales en Bretagne finalement ? Je serais tenté de dire qu'il y en a qui avaient déjà perdu avant le premier tour. Les écologistes, probablement, un effet de dilution. Pas de liste en propre et une dilution en fait, des enjeux écologiques dans ces campagnes. Ceux qui restent du camp macronien, par rapport à 2020, on n'a quasiment plus de liste. Après, qu'est-ce qui gagne ? Quand on fait une comptabilité, les bascules sont finalement relativement proches et équilibrées, mais il y a des bascules qui comptent plus que d'autres. Évidemment, les bascules qui marquent, c'est Saint-Brieuc, c'est Brest, c'est aussi le maintien de Fabrice Loher à Lorient. Donc évidemment, là, c'est plutôt le centre et la droite qui gagne. D'abord parce qu'il y a moins de pression frontiste en Bretagne que dans d'autres régions, très clairement. Et ensuite parce qu'on a observé aussi une sorte de vote utile de l'électorat frontiste de premier tour qui a pu déserter son choix de premier tour pour apporter ses voix. La fusion technique, ça a été une bonne stratégie pour la gauche ? Au-delà de la France, d'abord, elle pose des questions. Est-ce qu'une fusion technique est une bonne chose ? Est-ce qu'on peut faire ce pacte sans pacte de majorité ? Ça, c'est quand même une première question. La deuxième question, c'est est-ce qu'elle est efficace électoralement ? Le bilan reste quand même très, très contrasté parce que ça pose un problème de dynamique, en quelque sorte. On peut additionner les voix. Alors, à Brest, il faut être clair, il y a un problème de premier tour, il y a aussi un problème, une équation, je pense, personnelle de François Cuilland. Mais ça ne crée pas de dynamique, il peut y avoir un effet repoussoir. Ça marche aussi dans certaines villes, mais la sociologie politique n'est pas tout à fait la même. Prenez Nantes, pas loin d'ici. Nantes, ça marche, mais Nantes... LFI à Nantes, c'est plus important qu'LFI à Brest. Donc, c'est pas tout à fait Enfin, il me semble qu'il y a un terreau politique à Nantes à gauche qui n'est pas tout à fait celui qui était celui de Brest. Ça peut marcher, mais regardez à Toulouse, ça n'a pas marché avec un candidat LFI, alors que là, il y avait une victoire possible. Donc, il réalise quand même le plus gros score de la gauche à Toulouse. Oui, mais de toute façon, on ne peut pas avoir un jugement qui dirait que partout ça n'a pas marché ou partout ça a réussi. Mais si on reste sur la Bretagne, disons que ça n'a pas été d'une efficacité redoutable, les fusions, mais y compris à Lorient d'ailleurs, entre écologistes et socialistes. Alors en tout cas, pour ces municipales, on a pu constater que les jeunes prenaient leurs responsabilités. Par exemple, Blanche Le Goffic, tête de liste RN, a seulement 18 ans. À Lannion, à Saint-Jacques-de-la-Lande, près de Rennes, le nouveau maire Sébastien Collet a seulement 24 ans. À Concarneau, alors que 2 anciens maires expérimentés étaient à nouveau candidats, c'est le jeune chef de cabinet de Maël de Calan, président du conseil départemental du Finistère, qui a remporté les élections. Il s'appelle Quentin Le Gaillard. Il n'a que 28 ans et le voilà désormais aux responsabilités. Arthur Konanek et Morgane Tréguet l'ont suivi à l'occasion de ses premières prises de fonction. Ce soir, nous démontrons que oui, lorsque nous sommes unis, que nous travaillons ensemble,
tout devient possible. Dimanche soir, Quentin Le Gaillard est rentré dans l'histoire en devenant, à 28 ans, le plus jeune maire de Concarneau. Une ascension fulgurante pour un homme de droite qui n'a pas de temps à perdre. Je suis pressé, j'ai envie de faire beaucoup de choses, mais néanmoins, l'équipe qu'on a aujourd'hui, qui vient d'être élue à la mairie à mes côtés, permettra aussi de me poser, de me calmer et de me raisonner aussi de temps en temps. Il faut dire que tout est allé très vite pour le natif de Concarneau. En 2015, à 17 ans, il s'engage chez les jeunes de l'UMP. En 2018, il devient délégué de la Circo pour les Républicains. En 2020, il est le directeur de campagne de Marc Bigot, puis son conseiller municipal. Quentin Le Gaillard est jeune, mais il a fait de la politique son métier. Chef de cabinet de Maël de Calan, le président du département du Finistère. Je l'ai vu se développer, je l'ai vu grandir. Et je peux dire aux habitants de Concarneau, qu'ils aient voté ou non pour lui, que c'est quelqu'un de remarquable, qui apprend vite et qui fera de belles choses. Une expérience acquise également lors du dernier mandat. L'heure est maintenant à la transmission du pouvoir. Donc une fois le maire élu, je passe l'écharpe en fait. Ouais. Je passe l'écharpe et puis je quitte mon fauteuil autour de la table du conseil municipal. C'est sûr que là, ça devient beaucoup plus concret que dimanche soir où c'est la proclamation simple des résultats. Et effectivement, là, on rentre dans le costume, quoi. Un costume que Quentin Le Gaillard portera officiellement pour de bon lors du vote au conseil municipal. Alors, on le voit avec Quentin Le Gaillard, ce cheminement vers la fonction de maire semble naturel. Un peu comme vous, j'ai envie de dire, Victor Bonneau. Je précise que vous êtes le petit-fils d'Yvon Bonneau, oui. Qui a été maire de Perros-Guirec pendant plus de 30 ans, député des Côtes-d'Armor. Vous êtes tombé dans la marmite de la politique quand vous étiez jeune, non? Tout petit même. C'est-à-dire que je ne savais pas ce qu'était la politique à l'époque, mais quand j'avais 4, 5, 6 ans, me balader dans les rues de Perros avec mon grand-père, serrer des mains, comprendre qu'il y avait quelque chose lié à l'écoute, à l'amour des gens, ça c'est resté et ça m'a suivi tout au long de ma jeunesse. Dès 5 ans, vous saviez que c'était quelque chose qui vous plairait? J'aimais ça. Ouais. J'aimais rencontrer des gens, j'aimais considérer l'échange, savoir il y a un problème, on trouve une solution. J'aimais déjà beaucoup ça. Et puis progressivement, en grandissant, dans le cadre de mon parcours académique, de mon parcours professionnel dans le public et dans le privé, j'ai toujours voulu continuer à constituer ce qui était une analyse politique et puis une analyse, une relation sociale qui était naturelle et sincère. Vous avez un papa architecte, je crois, une maman chef d'entreprise. Ils ne vous ont pas dissuadé de faire de la politique, non? Pas du tout. Ça a été mon choix. Je crois qu'ils m'ont vu grandir comme ça et ils étaient très fiers de moi dimanche soir. Cécile Baudouin, on parlait politique à la maison, ouais, à la maison, beaucoup. Ouais, tout à fait. Sans être très souvent d'accord, parce que j'ai plutôt des parents de droite et plutôt des frères et sœurs de gauche, donc ça a toujours été dynamique, mais animé. ça donne la culture du débat. Oui, tout à fait. Et puis après, moi, ça a été une politisation au lycée, dès les premières manifestations contre des réformes dans l'éducation nationale. Et finalement, ça a véritablement été un engagement militant après à Brest à la création de la France Insoumise, parce que c'est la naissance, moi, de ce mouvement-là qui m'a vraiment fait sauter le pas de l'engagement politique. Pour moi, ça n'a pas été une carrière, mais un travail militant. Mais il y a eu un élément déclencheur aussi avec le mouvement Nuit debout. C'est aussi ça qui vous a donné envie de vous intéresser? Oui, tout à fait. En fait, c'est vraiment les mouvements citoyens qui m'ont intéressée d'abord parce que j'ai été assez découragée par le mandat de François Hollande et ces espoirs de la gauche qui finalement avaient été totalement déçus. Et d'abord Nuit debout qui a permis de remettre le pied à l'étrier et ensuite la naissance de la France Insoumise qui est un mouvement très, très horizontal, on dit gazeux un peu pour rigoler des fois, mais c'est un mouvement dans lequel on arrive avec ce qu'on apporte, on va et vient, il est facile d'y créer des choses, d'y proposer des choses. Et moi, ça m'a vraiment parlé, tout à fait, ouais. Victor Bonneau, vous aussi, vous êtes rentré un peu dans la politique par le biais d'un collectif citoyen à Saint-Brieuc. Vous avez été encarté déjà dans un parti, dans un mouvement ou... Oui, tout à fait. La politique m'intéressait depuis ma jeunesse. Donc, en février 2022, je décide de ne plus être seulement observateur, mais de devenir acteur à ma petite échelle de citoyen. Parce qu'il y avait le contexte géopolitique, parce que j'ai un parcours européen, je suis très européen. Il y avait le contexte géopolitique de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. J'observais les conséquences de la crise des Gilets jaunes qui n'avaient toujours pas de réponse. Et donc là, je décide de m'encarter chez Horizon, le parti d'Édouard Philippe, parce que la méthode, parce que la vision des vertiges aussi qu'il prononçait au Havre. Et puis par la suite, juillet 2024, toujours briochin, je reviens très souvent chez moi, parce que je me déplace un peu dans toute la France avec tout mon parcours. Mais j'ai vu ma ville évoluer, j'ai évolué avec elle. Et juillet 2024, résultat des élections législatives,
choc politique personnel et je me dis qu'il faut m'engager pour ma ville parce que je la vois s'endormir et je veux participer à la réveiller et en même temps je vois qu'il y a une passerelle démocratique qui se délite et donc il faut la reconstruire. Donc je cofonde ce collectif avec 3 autres briochines et briochins non encartés avec cet ADN là de ce pari citoyen de dire que on est briochins, l'intérêt général local est entre nos mains, alors engageons-nous. Thomas Frinon, est-ce qu'aujourd'hui, cette nouvelle génération d'élus qui arrivent, ils n'ont pas été forcément, entre guillemets, fabriqués par les partis, les mouvements politiques, non ? On voit beaucoup de collectifs citoyens qui ont émergé pendant ces municipales. Je serais un peu plus nuancé. D'abord, dans les petites communes, en France, c'est des citoyens ordinaires pour la plupart qui y vont. Dans les communes plus importantes, il y a ce qu'on appelle des listes citoyennes, dont les scores restent quand même relativement limités, celles qui revendiquent le label de liste citoyenne. Les partis, qu'est-ce que ça nous dit ? Les partis restent importants, mais les partis en France n'ont jamais beaucoup recruté historiquement, peu de militants, encore moins aujourd'hui que par le passé. Et quand vous regardez les militants, vous avez des élus, des entourages d'élus, des collaborateurs ou des gens intéressés à être élus. Donc la question que ça pose, c'est aussi la question, qu'est-ce qui reste d'un militantisme entre guillemets, désintéressés ou non utilitaristes dans les partis. Et ça, c'est une vraie question. Est-ce qu'au niveau local, on cherche absolument à avoir l'investiture ? Tout le monde a eu, vous avez une investiture. Pas tout le monde. Fabrice Loher à Lorient, il revendique le fait de ne pas être investi. Alors, il a un peu l'investiture de Jean-Yves Le Drian, en quelque sorte, mais il n'a pas d'investiture. Après, ça dépend des partis. Il y a des investitures qui sont des pures ratifications formelles en fait, de choix locaux. Il y a des partis où l'investiture est un peu plus importante. Le RN, LFI aujourd'hui aussi par rapport à 2020. Clairement, en 2020, les instances nationales en fait, laissaient le terrain. Là, je pense que la question d'investiture est devenue plus importante en 2026 pour LFI. Donc ça dépend aussi, il n'y a pas de réalité standard. C'était pas la même. Pardon, je me permets de préciser sur ce point-là. C'est vrai qu'on n'avait pas la même stratégie en 2020 qu'en 2026. En 2020, on avait décidé d'appuyer des listes citoyennes, d'appuyer des dynamiques, mais de pas forcément être présent en notre nom propre. Et là, cette année, on était justement dans une stratégie de présence tout à fait différente pour les 10 ans du mouvement. Et là, on arrive finalement à un résultat on est encore en train de compter, mais de plus d'1 millier de conseillers et conseillères municipaux. Donc pour nous, c'est clairement un objectif qui a été rempli. Victor Bonneau, pourquoi vous n'êtes pas allé au bout de votre démarche citoyenne et pourquoi vous avez choisi d'avoir une investiture officielle je suis allé au bout de la démarche citoyenne et c'est là où il y a justement une fierté personnelle et collective, c'est que notre liste était composée à 65% de briochines et briochins non encartés, qui viennent de la gauche, qui viennent du centre, qui viennent de la droite, qui ne sont pas nécessairement politisés, mais au fur et à mesure de nos réunions publiques, de nos déambulations dans tous les quartiers, se sont dit qu'effectivement, ce pari citoyen-là, c'était aussi le leur, et ils ont franchi le pas de l'action, et ils se sont engagés avec nous, et la plupart vont se retrouver dans le futur conseil municipal briochin. Alors, on va se projeter un peu dans l'avenir. Vous, dans le fauteuil de maire, vous, dans la minorité au conseil municipal à Brest, quel style d'élu vous serez ? Quelle méthode vous allez appliquer ? Vous avez parlé tout à l'heure de ce point levé. Moi, c'est une image qui me reste de ce second tour aussi à Brest, le soir des élections. Ce point levé, ça veut dire quoi aussi ? Que vous êtes déjà là dans la résistance ? C'était tout à fait spontané, c'était pas prévu, mais c'est vrai que dans la proclamation des résultats, il y a eu une petite exclamation de joie à l'annonce du résultat de Stéphane Roudotte, qui est tout à fait légitime. Et puis à l'annonce du résultat de François Culian, il y a eu là à nouveau des huées. Et en fait, moi je me suis dit ça peut pas se terminer comme ça. Enfin voilà, la gauche à la mairie de Brest, c'est pas ça, c'est pas des gens qui vont dans les couloirs sous les huées. Non, la gauche à la mairie de Brest, elle a un nouveau visage. Et c'est peut-être déjà pour prévenir. Vous serez une opposante on sera tonique, on va dire. La première opposition et la première force de proposition. On va le tourner comme ça parce que... Vraiment une opposition constructive ? Parce que vous assumez la radicalité à la France Insoumise. On l'assume tout peut à être dans fait, la et la co-construction. conflictualité, mais bien sûr, parce que par exemple, on va lancer là dès le mois d'avril une campagne autour d'un point de notre programme qu'on portait pendant ces municipales, qui est la gratuité de la cantine scolaire. Et par exemple, ce point de programme, il était dans le programme de Bernadette Malgorn, la candidate de la droite, en 2020. Donc nous, on pense que notamment cette idée-là, elle a non seulement rencontré le consensus pendant le premier tour, mais on pense qu'elle peut trouver une majorité au conseil municipal. Donc on va essayer de la faire inscrire à l'agenda du conseil municipal. Victor Bonneau, votre méthode, pendant 2 ans, ça a été des rencontres dans les quartiers, des cafés citoyens. Cette méthode-là, c'est là que vous avez tissé un réseau, c'est là que vous vous êtes fait connaître. Vous êtes aujourd'hui sur le fauteuil de maire, vous allez devoir trancher, décider, arbitrer. Est-ce que cette méthode-là sera encore applicable dans une gestion municipale ? Bien sûr, la méthode de écouter, la méthode de la proximité, la méthode de la confiance aux forces vives du territoire, elle va se poursuivre. On ne va pas bâtir la ville seule. Aujourd'hui, on est l'équipe
qui prendra la mairie, les responsabilités de la mairie samedi, et on sera au travail directement dès lundi matin, première heure. Mais c'est avec l'ensemble de celles et ceux qui bâtissent déjà la ville. Donc c'est là où on a un sens de responsabilité très fort, qui est lié à la confiance qu'on nous a donnée. On agira pour tous les Briochin, ceux qui nous ont élus et ceux qui n'ont pas voté pour nous, mais aussi un sens d'humilité très fort. On n'est pas les seuls. On ne va pas écrire l'histoire politique de Saint-Brieuc sur une feuille blanche. Il y a déjà beaucoup d'acteurs, de commerçants, de comités de quartier, d'associations, de forces économiques et sociales du territoire qui font la ville au quotidien, qui répondent aux besoins de la ville au quotidien. Nous travaillerons en partenariat avec eux. On ne pourrait pas faire plaisir à tout le monde. D'où le sujet de la décision. On ne peut pas faire plaisir à tout le monde. C'est là aussi où la démocratie joue son jeu. On a un programme, une vision qui a gagné, mais pour autant, nous discuterons avec tout le monde pour réussir à la mettre en œuvre. Alors, les municipales sont déjà terminées, mais dans quelques mois va arriver une autre campagne, la campagne des présidentielles. Est-ce que vous allez, entre guillemets, importer cette campagne des présidentielles dans le débat local ? De toute façon, il me semble que ça va être un enjeu qui va s'imposer à tout le monde parce que c'est un enjeu énorme de bifurcation. Alors, soit elle va se faire dans le sens d'un progrès social, humain, écologique, qui va répondre aux attentes des citoyennes et des citoyens, soit il va se faire dans un sens qui serait dramatique non seulement pour Brest, mais pour le pays tout entier. Donc, évidemment, nous, on sera acteurs et actrices pleinement de cette campagne en l'articulant avec les sujets locaux. Parce qu'il ne faut pas faire croire aux gens que les choses sont séparées. Finalement, les budgets qu'on a à gérer à la ville de Brest, ils sont directement, ils découlent directement de décisions qui sont nationales. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut rappeler, parce que quand au conseil municipal, on nous dit « Ah oui, mais bon, il n'y a plus d'argent » et qu'en fait, au niveau national, les mêmes ont voté les baisses de budget, c'est un petit peu paradoxal. Victor Bonneau, Édouard Philippe a été réélu maire du Havre. Oui. Il est candidat à l'élection présidentielle. Oui. Il aura besoin de fantassins sur le terrain. Oui. Vous serez un de ces fantassins à Saint-Brieuc. Je ne suis pas le seul horizon du mais territoire. vous êtes maire d'une ville de 50 000 habitants. Bon, il a dû regarder ça. Il vous a appelé d'ailleurs ? Oui, on s'est. Donc voilà, il compte aussi sur vous pour relayer. Tout à fait, mais j'ai deux discours. casquettes. Ouais. J'ai ma casquette personnelle qui a pris d'un jeune citoyen qui a pris sa carte chez Horizon parce qu'il croit en la méthode et en la vision pour notre pays, l'Europe et le monde en février 2022. Et j'ai la casquette de maire de Saint-Brieuc pour tous les Briochins, avec tous les Briochins, quelle que soit leur couleur politique. Alors, comment vous allez faire on verra chaque matin devant le dressing. Vous choisirez ? Oui. Non, mais je souhaite vraiment montrer que être maire est une responsabilité qui m'honore, une confiance qui m'honore, qui honore toute mon équipe. Ensemble, on travaillera avec toute mon équipe. Mais il y aura une distinction faite entre l'action concrète sur le stationnement, sur la sécurité, sur l'habitat, sur l'écologie, sur les espaces verts, sur la relation avec les associations, sur les besoins sociaux avec l'équipe municipale, et ensuite la préparation de l'élection présidentielle. Rapidement, une question. Sur quel temps vous vous inscrivez dans votre nouveau mandat ? Cécile Baudouin, on a entendu Stéphane Rodotte qui dit « Moi, je ne ferai pas plus de 2 mandats à la mairie de Brest ». Vous, après 2 mandats, vous serez encore sur la scène politique locale ? On a, pour notre part, signé également une charte des élus qui limite le cumul dans le temps à 2 mandats. Donc, on est sur la même temporalité. Après, comme je le disais, moi, je suis une militante. Je ne suis pas en train de préparer une carrière politique avec des projets sur des années. On est dans le temps présent, dans le point d'appui aussi au secteur associatif et culturel à Brest, donc on va prendre les combats un par un. Victor Bonneau, vous avez un exemple, votre grand-père, 32 ans, maire de Perros-Guirec, vous serez 32 ans, c'est un seuil que vous vous mettez Non, alors j'ai pas d'ambition personnelle. J'ai pas ça à chaque fois. Oui, je le sais, mais vraiment, j'ai pas d'ambition de carrière personnelle. Selon moi et pour toute l'équipe, on a conscience d'une chose, c'est que l'élection commence depuis lundi. Donc on a 7 ans pour montrer que cet espoir qui a été créé soit réalisé. On a 7 ans pour montrer que les besoins seront satisfaits, et on a 7 ans pour montrer que la vision que nous portons pour le réveil du territoire, pour mettre en lumière la beauté de Saint-Brieuc, nous y arriverons. Mais j'ai aussi appris vous êtes encore en campagne. Non, mais j'ai aussi appris que personnellement, par la carrière de mon grand-père, les côtés, la lumière de la politique, l'ombre de la politique, les enjeux aussi familiaux, les enjeux personnels qu'il y a là-dedans. Je ne suis pas seul dans cette aventure, et donc cet équilibre-là, personnel, je le rechercherai toujours. En 1 minute, Thomas, être maire à 30 ans, ou à 28 ans ou à 24 ans, est-ce que c'est un problème aujourd'hui ?
Pas forcément. Je vous dirais déjà, est-ce que être maire à 85 ans, quand c'est votre 5e mandat, n'est pas un problème? Ça n'en est pas un. Je déplore suffisamment la sous-représentation des jeunes en France dans la classe politique locale et nationale. A fortiori quand vous êtes sur des mandats exécutifs, d'adjoints, et a fortiori quand vous êtes maire pour dire que c'est un problème. Donc ça prend un revers le cursus honorum. Maintenant, juste, je crois qu'après, il faut savoir s'entourer, effectivement, avoir des gens d'expérience dans son entourage, dans sa majorité, éventuellement dans un cabinet, et puis avec un directeur général des services. Et là, ça fonctionne. Je voudrais qu'on termine notre émission avec une image, l'hommage de la nation, cette semaine, ce jeudi, aux Invalides, à Lionel Jospin, décédé lundi dernier, grande figure de la gauche, Premier ministre entre 1997 et 2002, retiré de la vie politique après sa défaite au présidentiel. Vous étiez très très jeune quand il était aux manettes. Voilà. En 30 secondes, qu'est-ce que vous gardez de Lionel Jospin? Il y a un programme politique dans lequel nous, on se reconnaît encore tout à fait. Je veux dire, les 35 heures, on est encore aussi, nous, sur cet objectif de réduction du temps de travail avec la retraite à 60 ans, qui est quelque chose qu'on porte au niveau national, la police de proximité, avec des vrais agents de police nationale qui ont ensuite été supprimés sous Sarkozy. Et puis, les emplois jeunes, par exemple, c'était des CDD de 5 ans qui ont employé 400 000 jeunes dans des conditions... Dans la lignée de... Eh bien, écoutez, au niveau du programme, en effet, c'est quelque chose qu'on continue de porter à une sorte de socialisme historique. Victor Bonneau, Lionel Jospin, qu'est-ce qui vous inspire? En 20 secondes. En 20 secondes. Chrono. Non, même si on ne partage pas la même histoire politique, les mêmes valeurs politiques, et on ne partageait pas les mêmes valeurs politiques et les mêmes idées politiques, cela ne remet aucunement en question l'engagement d'un homme d'État, le respect envers un homme d'État qui a travaillé pour la France, qui a travaillé pour les Français, et qui a montré par une méthode aussi du rassemblement de la gauche au début des années 2000. Merci à tous les deux. Merci Thomas. Merci à vous. Vous pouvez revoir cette émission sur notre plateforme France.tv. Restez avec nous. Dimanche en politique se poursuit. Je passe le relais à Francis Letellier. Merci pour votre fidélité. Bon dimanche à tous.